Pour réussir à tenir ces cryptos sur le long terme, il faut comprendre une chose essentielle. Le vrai combat, ce n'est pas contre les hauts et les bas du marché. Non, le vrai combat, il est contre soi-même. Notre plus grand ennemi, bien souvent, c'est la personne qu'on voit dans le miroir. Et c'est là toute la question. On peut se dire, ok, mon plan est simple, je garde tout pendant 10 ans. Facile. Mais que se passe-t-il si, la semaine prochaine, le portefeuille perd 30%? C'est ce conflit, ce choc entre la vision à long terme et la panique à court terme qui vient saboter les stratégies les plus solides. On est tous ballottés entre ces deux extrêmes. D'un côté, l'euphorie totale. Le portefeuille a doublé en un mois et là, une petite voix nous dit « Vends, prends tes profits maintenant ». De l'autre côté, la panique absolue. Le portefeuille est divisé par 2 en une semaine et là, l'instinct de survie nous crie « Vends tout, limite la casse ». Dans les deux cas, c'est l'émotion qui prend le volant et qui met le plan à long terme dans le fossé. Alors, pour éviter de céder à l'émotion, on peut être tenté de trouver des solutions radicales de rendre ces cryptos inaccessibles. Mais on va voir que ces fausses bonnes cachettes sont souvent des pièges qui créent des problèmes bien plus graves. Première idée, un grand classique qui sonne comme une aventure. On prend sa phrase de récupération de 24 mots, on la met dans une boîte étanche et hop, on va l'enterrer au fond du jardin, comme un trésor de pirate. Loin des yeux, loin du cœur et surtout loin des hackers. Sauf que ce plan est incroyablement fragile. On peut tout simplement oublier où on a creusé. Un réaménagement du jardin, un glissement de terrain et adieu le trésor. Et puis, il y a l'humidité. Même dans une bonne boîte, une petite infiltration d'eau peut suffire à rendre le papier illisible. Au final, on risque de s'exclure soi-même de ses propres fonds. Bon, autre stratégie, très humaine celle-ci, on confie sa phrase secrète à une personne de confiance absolue. Un parent, son meilleur ami, quelqu'un pour qui on mettrait sa main au feu. Et c'est là que ça coince. Parce que l'idée même de la crypto, son ADN, c'est de supprimer les intermédiaires. C'est de devenir sa propre banque, pour ne plus avoir à faire confiance à personne. Alors pourquoi réintroduire un tiers de confiance dans l'équation? C'est un contresens total. Le problème, c'est que des sommes d'argent importantes peuvent changer les gens, même les plus proches. Cette personne peut aussi perdre la phrase par accident, ou pire, être tentée de l'utiliser. En confiant ses clés, on abandonne purement et simplement le principe de souveraineté financière qui est au cœur de cet univers. Alors, on passe au niveau supérieur, la solution qui fait professionnel, louer en coffre-fort dans un pays réputé sûr, comme la Suisse, et y déposer sa précieuse phrase de récupération. Ça a l'air infaillible, non? Eh bien, pas vraiment. On retombe exactement dans le même piège. On fait confiance à une entreprise, et une entreprise, ça peut faire faillite, ça peut être une arnaque, ou ça peut simplement décider de bloquer l'accès à vos biens. On remplace juste un ami par une société, mais le problème de fond reste intact, on dépend de quelqu'un d'autre. Passons maintenant à une solution purement technologique qui semble être l'arme absolue contre l'impulsivité. Le fameux time lock, ou verrou temporel. Le principe est simple, c'est un programme qui verrouille l'accès à des fonds jusqu'à une date précise. Par exemple, on peut programmer un verrou pour que les fonds ne soient accessibles qu'à partir du 1er janvier 2035. C'est inscrit dans la blockchain, c'est irrévocable. La solution parfaite pour ne pas céder à la tentation. Sauf que cette solution est un piège terrifiant. Imaginez le scénario. On veut bloquer les fonds jusqu'en 2035. En tapant la date, une simple faute de frappe. Un seul chiffre de travers, et 2035 devient 2135. Et voilà, c'est fini. Les fonds sont bloqués pour plus de 100 ans, de manière totalement irréversible. Pour l'investisseur, c'est une perte totale. Bon, alors, si toutes ces méthodes sont risquées, que faut-il faire? La meilleure approche est en réalité bien plus simple. Elle repose sur 2 piliers, une bonne sécurité physique et une solide force mentale. Ce qui est génial avec cette approche, c'est qu'elle couvre tous les risques. Le premier pilier, la diversification physique, c'est la protection contre les menaces extérieures, le vol, l'incendie, la perte. Le deuxième pilier, la discipline mentale, c'est la protection contre la plus grande menace de toutes, soi-même. En pratique, la diversification physique, c'est très simple. Un portefeuille matériel est souvent livré avec plusieurs fiches pour noter sa phrase de récupération. La règle d'or est de ne jamais les garder toutes au même endroit. On en stocke une dans un lieu sûr, une deuxième dans un autre lieu totalement différent, et la troisième ailleurs encore. C'est la base de la sécurité, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Mais la meilleure sécurité matérielle du monde ne vaut rien sans le deuxième pilier. Et celui-ci, c'est de loin le plus important et le plus difficile à maîtriser. C'est la discipline mentale. Pour construire cette forteresse, il faut commencer par avoir un plan écrit, avec des objectifs clairs. Il faut se former,
chercher à comprendre pour avoir confiance dans ses choix. Il faut accepter que le risque fait partie du jeu. Et surtout, il faut perdre cette mauvaise habitude de regarder son portefeuille toutes les 5 minutes. C'est cette autodiscipline qui permet de traverser les tempêtes sans jamais dévier de son cap. Finalement, la meilleure protection pour ces investissements, ce n'est ni un coffre-fort, ni un trou dans le jardin. C'est la connaissance et la maîtrise de soi. La vraie question à se poser n'est donc pas comment le marché va-t-il évoluer, mais plutôt suis-je préparé à affronter mes propres réactions? Parce que le plus grand risque, il est rarement sur les graphiques. Il est juste en face de nous, dans le miroir.